Regardez-la, la fille du cordonnier, la plus pauvre du lycée. Mon père est peut-être cordonnier aujourd'hui, mais dans l'avenir, je serai propriétaire d'une entreprise plus grande que vous le serez tous jamais. N'oubliez jamais cela. Le nom d'Adèle commença à circuler dans les cercles d'affaires de Port-Bouët. On disait d'elle qu'elle voyait les failles là où les autres ne voyaient que des bilans. À 29 ans, son cabinet avait déménagé dans des bureaux somptueux, et elle était devenue une figure incontournable. Dans les couloirs de son entreprise à Saoli, personne ne soupçonnait qu'elle avait grandi dans une chambre sans lumière à la rue de Abovie. Pendant ce temps, la vie d'Olivia avait pris un tournant bien différent. Son arrogance de ses 10 à 9 ans ne s'était pas transformée en compétence. Elle avait vécu sur ses acquis, pensant que le nom de son père lui ouvrirait toutes les portes éternellement. Mais après plusieurs échecs commerciaux et des investissements hasardeux, la fortune familiale s'était évaporée. À 27 ans, Olivia se retrouva à habiter un petit studio à Abonabo, loin du faste de ses jeunes années. Elle devait désormais travailler pour survivre. Désespérée, elle postula pour un poste d'assistante de direction dans une firme de conseil située à Banana Island. Elle avait soigné son CV, omettant ses années d'errance, et espérait que son allure suffirait à faire illusion. Elle ne savait pas que l'entreprise appartenait à la femme qu'elle avait autrefois tyrannisée. Sarah, l'assistante d'Adèle, remarqua les lacunes de son parcours, mais Adèle, en voyant le nom d'Olivia sur la liste, ordonna qu'on l'amène jusqu'au dernier tour. Elle voulait voir si la vie avait enfin enseigné l'humilité à son ancien ennemi. Le jour de l'entretien final à Banana Island, Olivia était nerveuse. Elle ajusta sa veste, essayant de retrouver l'assurance d'autrefois, mais ses mains tremblaient. Lorsqu'elle entra dans le bureau de la directrice générale, elle vit une femme de dos, contemplant la vue imprenable sur la baie. Lorsque le fauteuil pivota, Olivia crut défaillir. Devant elle se tenait Adèle, élégante, souveraine, l'incarnation même du succès qu'Olivia n'avait jamais su construire. Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les moqueries du passé. Adèle ne montra aucune animosité. Elle lui posa des questions professionnelles, précises, auxquelles Olivia peinait à répondre. Puis, avec une douceur glaciale, Adèle lui demanda si elle se souvenait des résultats de M. Douty. Olivia baissa les yeux, le visage brûlant de honte. Elle comprit à cet instant que le poste ne lui serait jamais accordé, non par vengeance, mais parce qu'elle n'avait tout simplement pas le niveau requis. Elle quitta le bureau, dévastée, réalisant que son mépris de jadis était devenu son propre boulet. Le poste fut finalement attribué à Élise, une candidate dont le sérieux rappelait à Adèle sa propre jeunesse. Olivia, quant à elle, reçut un mot personnel d'Adèle quelques jours plus tard. Ce n'était pas une insulte, mais une leçon. Le talent sans travail n'est qu'un mirage. Ce fut le déclic. Olivia accepta un poste subalterne à Abonabo, décidant enfin de construire sa vie par elle-même, loin des apparences. Un samedi matin, Adèle retourna à la rue de Abovie. Elle laissa sa voiture de luxe à l'entrée du quartier et marcha jusqu'à la concession. Son père, les cheveux désormais blancs, lisait son journal sous la même fenêtre. En la voyant, il sourit, et ce sourire était sa plus belle récompense. Elle s'assit à la table, partageant un repas simple avec ses parents. Elle était la femme la plus puissante de la métropole, mais ici, elle restait la petite fille qui étudiait au dernier rayon du soleil. Elle avait gagné sa liberté, mais elle n'avait jamais perdu son âme. Dehors, la rue de Abovie continuait de bruire, ignorant qu'elle avait enfanté une reine.